Ma famille a fait tout un drame parce que j'ai donné ma vieille voiture à ma sœur divorcée pour l'aider. Elle a jeté les clés de la voiture en disant que je devais lui donner ma nouvelle voiture. Alors, si mon cadeau ne lui plaît pas, elle se retrouvera sans rien. Je m'appelle Chloé et jusqu'à l'année dernière, je pensais avoir une famille plutôt normale. J'ai 32 ans et je travaille comme responsable des ventes chez Nordstar Construction. J'ai toujours été celle qui respecte les règles, qui obtient de bonnes notes et qui décroche un emploi stable. Ma sœur aînée, Mélissa, a 36 ans et elle est complètement différente de moi. Elle s'est mariée juste après l'université avec son petit ami de l'école secondaire, Brad, et est devenue mère au foyer à temps plein pour ses 2 enfants, Tyler et Noah, qui ont maintenant 12 et 10 ans. Je me souviens du jour où Mélissa m'a appelé, en pleurant si fort que j'avais du mal à comprendre. Brad avait fait ses bagages et l'avait laissé pour sa collègue de travail, Jennifer, sans crier gare. 15 ans de mariage, anéantis. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas été heureuse depuis des années. En sanglotant au téléphone, elle se demandait comment il avait pu nous faire ça, à moi et aux enfants. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à sa maison et je l'ai trouvée assise par terre dans la cuisine, entourée de mouchoirs en papier. Les enfants étaient enfermés dans leur chambre, confus et en colère. « Que vais-je faire ?» a demandé Mélissa, avec les yeux enflés et rouges. « Je n'ai pas travaillé depuis que Tyler est né. » Brad s'occupait de tout. « Nous allons nous en sortir, lui ai-je promis, bien que je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait à ce moment-là. » Il s'est avéré que Brad ne voulait rien résoudre. Il a refusé de payer une pension alimentaire pour les enfants jusqu'à ce que Mélissa l'emmène au tribunal, et même dans ce cas, le montant ne couvrait à peine les dépenses. La belle maison en banlieue où ils avaient vécu appartenait à Brad, donc il l'a gardée. « Je peux t'aider à trouver un appartement », lui ai-je proposé un après-midi alors que je l'aidais à emballer ses affaires. Les enfants étaient chez nos parents, ce qui était pour le mieux, car Mélissa s'effondrait toutes les quelques minutes. « Comment suis-je censé payer le loyer ? Je n'ai aucun revenu, Chloé. » C'est alors que j'ai fait une proposition qui allait tout changer. « Je peux le couvrir jusqu'à ce que tu te rétablisses. » Mes parents m'ont aussi soutenu. Mon père, un comptable à la retraite, et ma mère, une ancienne enseignante de primaire, se sont tout de suite mis au travail, prenant les enfants à l'école, les aidant avec leurs devoirs et s'assurant qu'ils dînent, pendant que Mélissa commençait à travailler à temps partiel dans une boutique locale. Au cours des premiers mois, tout semblait gérable. Je transférais de l'argent à Mélissa pour le loyer et contribuais parfois à d'autres dépenses. Je vivais seul dans un modeste appartement de 2 chambres, j'avais une voiture fiable et je gagnais un bon salaire chez Nordstar. J'étais capable d'aider ma sœur à traverser une période difficile, mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois, quelque chose a changé. Au lieu d'avancer vers l'indépendance, Mélissa semblait s'enfoncer davantage dans le victimisme. Brad a ruiné ma vie et est devenu son mantra quotidien. Elle avait tout prévu, elle serait femme au foyer jusqu'à ce que les enfants aillent à l'université, et maintenant, regarde-moi. Essaie d'être compréhensive. Peut-être qu'en parler avec quelqu'un t'aiderait. Je pourrais payer un thérapeute. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu geler la lave. Je n'ai besoin de personne pour me dire comment me sentir, Chloé. Je veux de l'argent pour vivre. Tu sais à quel point c'est humiliant de travailler dans ce magasin ? La responsable a 10 ans de moins que moi. Ce genre de conversation devenait courant. Si je mentionnais que j'étais occupé, elle appelait nos parents, qui l'écoutaient et validaient sa colère pendant des heures. Ma mère m'appelait ensuite, « Ta sœur traverse une période très difficile, chérie. Elle a besoin que nous soyons tous là pour elle. » Au bout de quelques mois, la tension financière devenait évidente. Ce n'était plus seulement le loyer. Les enfants avaient besoin de nouvelles chaussures de football, le réfrigérateur faisait des bruits étranges, et les notes de mathématiques de Tyler baissaient, il avait besoin d'un tuteur. Chaque demande semblait raisonnable à part entière. Comment pouvais-je dire non à mes neveux qui avaient besoin de fournitures scolaires ou de manteaux d'hiver ? Mais une nuit, assise à ma table de cuisine avec un tableau Excel ouvert sur mon ordinateur portable, j'additionnais tout et je faillis m'étouffer avec mon vin lorsque je vis le total. Je dépensais presque un tiers de mes revenus mensuels pour Mélissa et ses enfants. Le dimanche suivant, lors du repas chez mes parents, j'ai décidé d'en parler. Nous étions tous là, ma mère et mon père, Mélissa, les enfants et moi. Ma mère avait préparé son fameux ragoût et tout le monde était de bonne humeur. C'était le moment parfait pour une conversation délicate. J'y pense depuis un moment, ai-je dit prudemment après le repas. Ça fait presque 1 an depuis le divorce.
Je suis heureuse d'aider avec le loyer, mais certains frais supplémentaires s'accumulent. Il serait peut-être temps que tu cherches un emploi à temps plein. Le silence qui suivit était assourdissant. Tu es en train de dire que tu es fatigué de m'aider. La voix de Mélissa était dangereusement calme. Tu sais ce par quoi je passe. Les enfants sont à l'école toute la journée, ai-je souligné, en gesticulant vers mes neveux. Et nos parents aident avec les récupérations. Il y a des emplois de bureau que je ne peux pas envisager, s'est exclamé Mélissa, se levant si rapidement que sa chaise se renversa. Je suis encore en train de me remettre du fait que Brad a détruit notre famille, et maintenant c'est toi qui m'attaques. Je ne t'attaque pas. Je suis juste. Les gars, on y va. Elle attrapa son sac et fit un geste aux enfants, qui se levèrent à contre-cœur en murmurant un adieu à nos parents. La porte d'entrée se ferma avec tant de force que les photos de famille accrochées au mur tremblèrent. J'ai regardé mes parents en espérant au moins un peu de compréhension, mais au lieu de cela, mon père fronçait les sourcils, tandis que ma mère secouait la tête. « Comment peux-tu être aussi égoïste, Chloé ?» demanda ma mère. « Ta sœur est mère célibataire de 2 enfants, et toi, tu es célibataire et sans enfants. Tu n'as pas besoin de cet argent autant qu'elle. » Je les ai regardés avec incrédulité. « Alors je devrais la financer indéfiniment ? C'est ça, être une bonne sœur ? Ça signifie ne pas être avide quand ta famille a besoin de toi, dit ma mère avec fermeté. Je réalisais qu'argumenter était futile. Ce sont ces personnes qui m'avaient appris que la famille passe en premier, mais apparemment, cela ne s'appliquait que lorsque j'étais celle qui donnait. Je devrais partir, dis-je en me levant. Merci pour le dîner. En rentrant chez moi ce soir-là, je me sentais complètement seul pour la première fois de ma vie. Une semaine après le dîner familial désastreux, mon téléphone vibra avec un message de Mélissa, « J'ai besoin de $500 pour des vêtements pour les enfants, il ne leur reste plus rien et ils ont l'air terribles. S'il te plaît, envoie-le aujourd'hui. » Pas de salut, pas de reconnaissance de notre discussion, même pas un « s'il te plaît » jusqu'à ce que cela soit ajouté comme une pensée tardive. Je fixai le message pendant longtemps, le doigt posé sur le clavier. Une partie de moi voulait refuser, poser enfin une limite. Mais ensuite, je pensais à Tyler et Noah. Ce n'était pas leur faute si leur mère agissait de cette façon. Je soupirai lourdement et transférai l'argent. La seule réponse de Mélissa fut un emoji de pouce en l'air. Le travail est devenu mon refuge. Chez Northstar Construction, j'étais respecté, mes opinions comptaient. Quand je concluais des affaires, les gens me félicitaient au lieu de demander davantage. Je me suis attelé à un projet particulièrement difficile, obtenir un contrat pour un nouveau complexe de bureaux en centre-ville. Le client était notoirement difficile, mais j'ai passé des semaines à préparer la présentation parfaite. « Tu as fait un travail exceptionnel, Chloé » a dit mon patron après la signature du contrat. « Cette commission va être substantielle. » Lorsque le bonus est arrivé sur mon compte, j'ai ressenti une vague d'excitation que je n'avais pas éprouvée depuis des mois. Pour une fois, j'ai décidé de faire quelque chose pour moi-même, au lieu de le garder pour la prochaine urgence de Mélissa. Cela faisait 7 ans que je conduisais ma Honda Accord et, bien que fiable, j'ai toujours rêvé de quelque chose d'un peu mieux. Le samedi suivant, j'ai visité 3 concessionnaires et essayé une demi-douzaine de voitures. À la fin de la journée, j'étais la fière propriétaire d'une Audi A4 argentée. Ce n'était pas la voiture la plus extravagante du lot, mais c'était définitivement une amélioration par rapport à ma Honda. En la conduisant chez moi, je me sentais fier de moi. C'était le résultat de mon travail acharné et de ma détermination. Puis, j'ai pensé à Mélissa. Sa voiture était un Toyota de 15 ans avec plus de 200 000 miles. Elle se plaignait constamment de bruits étranges et du fait que la climatisation fonctionnait à peine, ainsi que du fait que les enfants étaient gênés d'être vus dedans. Ma Honda en parfait état serait une grande amélioration pour elle. La prochaine réunion familiale est arrivée rapidement. J'ai intentionnellement pris ma Honda, prévoyant de surprendre Mélissa. Lorsque je suis arrivé chez mes parents, j'ai entendu sa voix avant même d'ouvrir la porte. Puis, Jennifer a eu l'audace de me demander de couvrir son service samedi. J'ai répondu, j'ai des enfants, tu sais. Je ne peux pas tout laisser tomber juste parce que tu veux aller à un concert. Elle a répondu que d'autres mères célibataires au travail s'en sortaient très bien. Tu peux le croire ? Mes parents ont hoché la tête avec sympathie pendant que j'entrais. Ma mère a tapoté la main de Mélissa, disant, « Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas à quel point c'est difficile, ma chérie. » Je me suis mordu la langue et salué tout le monde.
Pendant tout le dîner, Melissa a dominé la conversation avec des plaintes sur son travail, ses collègues, et bien sûr, Brad. J'ai attendu patiemment une pause dans la conversation. Finalement, lorsque ma mère a servi le dessert, j'ai saisi mes clés de Honda dans ma poche et ai dit, en étant sincèrement enthousiaste, j'ai acheté une nouvelle voiture hier et je veux que tu gardes ma Honda. Elle est en parfait état, à peu de kilomètres et serait parfaite pour emmener les enfants à l'école et à leurs activités. Au lieu du sourire que j'espérais, les yeux de Melissa se sont plissés. Elle a pris les clés comme si elles étaient contaminées. « Que as-tu acheté ?» ai-je demandé, mon enthousiasme se dégonflant. « Une Audi » ai-je répondu. Rien d'extravagant, juste une A4. Le silence qui suivit était insupportable. Mes parents échangèrent des regards avec Melissa, une conversation entière se déroulant sans mots. « Une Audi » répéta Melissa, laissant tomber les clés sur la table avec fracas. « Alors que je peine à payer mes courses, tu achètes des voitures de luxe ?»« Ce n'est pas une voiture de luxe, lui ai-je défendu. Et je te donne ma Honda. »« Elle vaut au moins 10 000 $, dit Melissa en se levant brusquement, en écrasant les clés au sol. « Je ne veux pas de tes restes. Si tu te souciais vraiment de moi et des enfants, tu nous aurais donné la nouvelle voiture. » J'étais sidéré. « Tu attends que je te donne une Audi neuve. Pourquoi ferais-je ça? Pour impressionner mes clients, pour me sentir importante? Je lutte pour garder mes enfants habillés et nourris. » J'ai supplié mes parents du regard qu'ils interviennent, qu'ils lui signalent combien elle était déraisonnable. Au lieu de cela, mon père se racla la gorge et dit, « Chloé, peut-être devrais-tu nous consulter avant de faire un achat aussi important. » « Consulter » répétai-je, incrédule. Ma mère acquiesça. « Si tu as assez d'argent pour une nouvelle Audi, peut-être que cet argent aurait pu être dépensé mieux pour aider ta sœur à se rétablir. Mais puisque tu as acheté une nouvelle voiture, donne-la à Melissa. » Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. J'ai frappé la table de ma main, faisant sursauter tout le monde. Les plats de dessert tremblèrent et le verre de lait de Tyler se renversa. « C'est mon argent, dis-je, la voix tremblante de rage. J'ai travaillé pour cela. Je ne suis pas obligé de te soutenir indéfiniment. Melissa, je t'ai aidé parce que je t'aime, mais c'est ridicule. Si ma Honda n'est pas assez bien pour toi, alors tu ne recevras rien. » Je me suis levé et me suis dirigé vers l'endroit où les clés étaient tombées. Je les ai ramassées. « Chloé, ne sois pas dramatique » a commencé ma mère, mais je l'ai interrompue. Je n'ai pas terminé. Je ne vais plus payer le loyer de l'appartement. Je ne t'enverrai plus d'argent pour des vêtements, des tuteurs ou quoi que ce soit d'autre dont tu décides que tu as besoin. Résous-le par toi-même. En conduisant chez moi dans ma Honda, ma fiable et payée Honda, qui apparemment n'était pas assez bien pour ma sœur, mon téléphone explosait de messages et d'appels. Je les ai tous ignorés. Cette nuit-là, j'ai mis ma vieille Honda en vente en ligne. 3 jours plus tard, j'ai accepté une offre légèrement inférieure à ce que j'espérais, mais cela m'importait peu. Je voulais simplement m'en débarrasser. En remettant les clés au nouveau propriétaire, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'avais conduit cette voiture pendant des années sans problème, mais à la fin, elle ne m'avait apporté que du chagrin. Une semaine passa, puis une autre. Je conduisais ma nouvelle Audi au travail, poursuivant mes affaires tout en essayant d'ignorer la culpabilité lancinante que les mots de ma famille avaient semée en moi. Peut-être que j'étais égoïste, peut-être que j'aurais dû donner la nouvelle voiture à Melissa, peut-être que je ne faisais pas assez. Je secouais la tête à chaque fois que ces pensées s'immisçaient, sachant pourtant que j'avais déjà fait plus que ce qui était raisonnable. Puis arriva le message que j'attendais. Le loyer est dû demain. S'il te plaît, transfère l'argent, sans salut, sans mention de notre dispute, juste une exigence. Pour la première fois, je répondis simplement par un non. La réponse fut immédiate. Mon téléphone sonna, je rejetai l'appel. Il recommença à sonner, et je le rejetai à nouveau. Puis le torrent de messages s'engouffra. Que veux-tu dire par non? Sérieusement, tu vas nous laisser, moi et les enfants, sans abri? Je ne peux pas croire que tu nous fasses ça. Maman et papa sont furieux contre toi. J'éteignis mon téléphone et allai me coucher tôt. Le lendemain matin, je me réveillai avec 27 appels manqués et plus de 50 messages de texte de Melissa et de mes parents. Je les supprimais tous sans les lire et je me préparais pour le travail. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je me confrontais à ma famille, et malgré l'anxiété qui me nouait l'estomac, je me sentais étrangement libéré. Ce soir-là,
les coups à la porte de mon appartement commencèrent autour de 19 heures. Je savais exactement qui c'était. Une partie de moi voulait faire semblant de ne pas être à la maison, mais je savais que cette confrontation était inévitable. Mieux valait y mettre fin. J'ouvris la porte et trouvai Mélissa, maman et papa, tous les trois avec des expressions identiques d'indignation justifiée. Ils entrèrent, aucun d'eux n'acceptant l'offre de s'asseoir. « Chloé, ça a trop duré », commença maman. « Ta sœur doit payer le loyer demain, sinon elle sera expulsée. »« Ce n'est plus mon problème », répliquai-je en croisant les bras. « Pas ton problème », s'écria Mélissa, sa voix atteignant des tonalités aiguës. « Tu as promis de m'aider. Tu as dit que tu paierais mon loyer. »« J'ai payé ton loyer pendant presque un an », répliquai-je. « En plus de la nourriture pour les enfants, des tutorats, des appareils électroménagers et tout le reste que tu as demandé. J'ai dépensé des milliers de dollars pour t'aider. »« Et alors ? » ?»« Tu as de l'argent », cria Mélissa. « Tu as acheté une nouvelle voiture la semaine dernière avec l'argent que j'ai gagné. Et quand j'ai essayé de te donner ma Honda, qui était en parfait état, tu me l'as jetée au visage. Littéralement, tu as balancé les clés sur le sol. Tu es fâché parce qu'on parlait de ta nouvelle voiture alors que tu luttes, Mélissa. » Je respirai profondément. Tu ne luttes pas à cause de moi. Tu luttes parce que tu refuses de trouver un emploi à temps plein et parce que tu passes ton temps à te lamenter sur Brad au lieu d'avancer. Et tu attends que les autres règlent tes problèmes à ta place. Nous sommes une famille, dit maman, comme si cela expliquait tout. La famille s'entraide. Je t'ai aidé pendant un an, mais ce n'est jamais suffisant, n'est-ce pas? Peu importe combien je fais, vous agissez tous comme si j'étais un monstre égoïste pour vouloir garder quelque chose pour moi. Parce que tu es célibataire et sans enfant, répliqua Mélissa. Pourquoi as-tu encore besoin d'argent? Je la regardai avec incrédulité. Pour vivre ma vie, pour épargner pour mon avenir, pour profiter des fruits de mon travail. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Parce que tu es égoïste. Mélissa criait presque maintenant. Je suis la seule qui a besoin de cet argent, plus que toi. Je dis d'une voix basse, et moi alors? Que fais-moi pendant un moment, personne ne parla. Puis maman brisa le silence. Si tu n'aides pas ta sœur, Chloé, tu n'es pas la fille que nous avons élevée. Nous t'avons élevée pour que tu te soucies de ta famille. Je ne me suis pas élevé pour être le distributeur automatique de Mélissa, répondis-je. Et j'en ai fini avec ça. Bien, cracha Mélissa. Garde ton précieux argent, mais ne t'attends pas à faire partie de cette famille encore une fois. Si être dans cette famille signifie être exploité et considéré comme acquise, peut-être que c'est mieux ainsi, répondis-je, surprise par mon propre calme. Tu le regretteras, Chloé, dit Mélissa en s'éloignant. Quand tu seras vieille et seule, avec rien d'autre que ton argent, tu regretteras d'avoir choisi cela plutôt que ta famille. Je ne choisis pas l'argent plutôt que la famille, dis-je. Je choisis le respect de moi-même. La porte se ferma brusquement derrière eux, me laissant effondrer sur mon canapé, épuisé mais étrangement en paix. Pour la première fois depuis des mois, je sentais que je pouvais respirer librement. La culpabilité était toujours là, mais elle était éclipsée par le soulagement d'avoir enfin mis des limites. Au cours des semaines suivantes, j'appris par le biais d'amis et de parents communs que Mélissa avait dû déménager de son appartement. Elle et les enfants avaient emménagé avec nos parents, un arrangement qui aurait dû se faire dès le départ. Elle continuait de travailler à temps partiel dans la boutique et nos parents la soutenaient, exactement comme ils escomptaient que je le fasse. D'après ma cousine Rachel, ils disaient à quiconque voulait bien écouter quelle terrible personne j'étais. Comment j'avais abandonné ma sœur dans son moment de besoin, comment les voitures de luxe comptaient plus pour moi que ma famille, comment j'avais toujours été celle égoïste. Un mois après notre confrontation, Rachel m'invita à prendre un café. Je voulais savoir comment tu te sentais, dit-elle. Tes parents disent des choses assez dures et je voulais entendre ta version. Je lui racontai toute l'année où j'avais payé le loyer de Mélissa, les demandes incessantes d'argent, l'incident de la voiture. Tout cela. Rachel acquiesça pensivement. Tu sais, j'ai toujours pensé que tante Karen et oncle Jim gâtent trop Mélissa. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Tu ne peux pas te consumer pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Cette phrase résonna en moi, décrivant parfaitement ce que j'avais fait, brûler mes ressources, mes limites, mon respect de moi-même, tout pour garder Mélissa confortable dans son victimisme. Merci, Rachel, dis-je. Cela signifie beaucoup. En rentrant chez moi dans mon Audi,
que je savourais désormais sans culpabilité, je réalisais quelque chose d'important. Je n'étais pas seul après tout. Mes parents et ma sœur avaient peut-être tourné le dos, mais j'avais encore des gens de mon côté. Et plus important encore, j'avais enfin choisi d'être de mon côté. Les mois défilèrent. L'été céda la place à l'automne, puis l'automne au hiver. Les fêtes approchaient, avec la question de ce qu'il fallait faire pour les réunions familiales. Serais-je invité? En aurais-je envie? Je n'avais pas parlé à mes parents ni à Mélissa depuis cette nuit-là dans mon appartement, bien que cela ne soit pas faute de tentatives de leur part. Environ 2 mois après notre confrontation, les messages commencèrent à changer de ton. Ils n'étaient plus des exigences enflammées, mais des tentatives de culpabilisation. Les enfants désolent leur tante, écrivit maman un jour. Tyler a demandé de toi au petit déjeuner et écrivit encore Mélissa. Non, répondis-je. Je savais ce qu'ils essayaient de faire, utiliser les enfants comme levier émotionnel. Cela me faisait mal de penser à mes neveux, me demandant ce qu'on leur avait dit sur le fait que la tante Chloé n'était plus là. Mais je ne pouvais pas céder. Si je montrais la moindre faiblesse, la moindre volonté de faire des compromis, je reviendrais exactement là où j'avais commencé. Le travail était toujours mon salut. Je m'attaquais à des projets, obtenais de nouveaux clients et reçus une autre promotion. Mon compte était en meilleure santé que jamais, maintenant que je ne soutenais pas 2 foyers supplémentaires. Je commençais aussi à prendre mieux soin de moi. Je m'inscrivis à un cours de yoga, renouai avec de vieux amis que j'avais négligés pendant la crise de Mélissa, et même sorti avec quelques personnes. Bien que rien de sérieux n'en soit ressorti, pour la première fois en des années, je me plaçais au premier plan sans culpabilité. Au début de décembre, je croisai mon neveu Tyler au centre commercial. Il était accompagné d'un ami, et Mélissa n'était nulle part en vue. Lorsqu'il me vit, ses yeux s'illuminèrent et il hésita avant de s'approcher. « Tante Chloé, dit-il avec précaution, comme s'il n'était pas sûr que je le reconnaîtrais. « Hey, copain, dis-je en lui offrant un sourire chaleureux. « Ça va? »« Ça va, répondit-il, traînant un peu les pieds. « On vit avec la grand-mère et le grand-père maintenant. Maman se plaint beaucoup. On partage la chambre d'amis. » J'acquiesçai, ne voulant pas dire quoi que ce soit de négatif sur sa mère. « Et l'école ?» demandai-je. « Bien. Je viens d'entrer dans l'équipe de basket-ball. » Une petite lumière traversa son visage. « Le coach dit que je pourrais être titulaire pour le prochain match. C'est fantastique. J'aimerais venir te voir jouer, si ça te va. » Sa tête s'illumina. « Vraiment? Ce serait génial. Notre prochain match est jeudi à 16h30. » Je pris note mentalement. J'essaierai d'y être. Je tenais cette promesse. Je me suis assise au fond des gradins, à regarder Tyler jouer. Il était bon, élancé et rapide, avec un talent athlétique naturel. Quand il marqua son premier panier, j'ai crié de joie, et sa tête se tourna vers moi. Le sourire qu'il me fit valait toutes les potentielles gênes que j'avais avec Mélissa. Après le match, je l'attendis dehors, ne sachant pas si je devrais m'approcher. Tyler prit la décision pour moi, trottant vers moi avec son sac de sport. « Tu es venu, dit-il, étonné de ma présence. »« Oui, je l'ai dit. » Je fis un geste vers le parking. « Ta mère est ici », il secoua la tête. « C'est ma grand-mère qui m'a amené. » Il m'entraîna jusqu'à une berline familiale où ma mère était assise au volant. Lorsqu'elle me vit m'approcher avec Tyler, son expression était illisible. « Salut maman », dis-je simplement. Quand Tyler ouvrit la porte du passager, elle me lança un long regard. « Chloé, que fais-tu ici ?» J'ai croisé Tyler au centre commercial. Il m'a invité à son match. Le regard de maman se radoucit légèrement. « Il devient plutôt bon, n'est-ce pas ? » « C'est incroyable, acquiesçai-je. » Un silence inconfortable tomba. Tyler nous regarda, clairement en attente d'une sorte de réconciliation. « Tu voudrais qu'on prenne un café un de ces jours, juste toutes les deux ?» demandai-je enfin. Elle hésita, puis acquiesça. « J'aimerais bien. » Nous convînmes de nous rencontrer la semaine suivante. Tandis qu'il prenait la route, je ressentis une lueur d'espoir. Peut-être que tous les ponts n'étaient pas définitivement brûlés. Le café avec maman fut tendu au début. Nous marchions sur des œufs autour des problèmes, discutant de la météo, de son jardin, de mon travail. Enfin, je respirai profondément et abordai l'éléphant dans la pièce. « Vous me manquez, toi et papa » dis-je.
Et les enfants, mais je ne peux pas revenir à la façon dont les choses étaient avant. Maman regarda fixement sa tasse de café. Mélissa lutte toujours. Je le sais et je me sens mal pour ça, mais je ne peux plus être son filet de sécurité. Elle dit que tu l'as abandonné. Je secouai la tête. Je l'ai aidé pendant presque 1 an. J'ai payé son loyer, acheté des vêtements pour les enfants, payé des cours particuliers. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais elle ne s'améliorait pas. Elle devenait de plus en plus dépendante. Maman resta silencieuse un moment. Ton père et moi avons peut-être permis cela, admit-elle, me surprenant. Nous l'avons toujours gâtée, même petite. Elle était la fragile et toi, la forte. C'était la première reconnaissance que j'entendais de mes parents concernant le fait que Mélissa avait été traitée différemment. Être forte ne signifie pas que je dois porter le poids de tous. Je ne le crois pas, dit maman. Et peut-être que nous avons mis trop d'attentes sur toi. Ce n'était pas une excuse complète, mais c'était un début. Nous convînmes de dîner tous les 4, moi, maman, papa et Mélissa pour essayer de clarifier les choses. J'étais nerveuse, mais pleine d'espoir. Ce dîner ne se produisit jamais. La nuit précédant notre réconciliation programmée, Mélissa dit à maman qu'elle quitterait la maison si j'y étais. Elle était toujours furieuse de ce que je lui avais fait et n'était pas prête à me pardonner. En conséquence, je dînais seul avec mes parents. Ce fut souvent maladroit et difficile, mais nous réussîmes à parvenir à une compréhension fragile. Ils convinrent de cesser de me mettre la pression pour soutenir financièrement Mélissa, et j'acceptais d'être plus présente lors des réunions familiales quand cela serait possible. Elle finira par le comprendre avec le temps, dit papa en partant. Elle a juste besoin de plus de temps. Peut-être, pensais-je, ou peut-être pas. Je réalisais que tout allait bien dans les 2 cas. Le poids de la culpabilité que j'avais porté pendant des mois venait de disparaître. Je n'avais rien fait de mal. En mettant des limites, en refusant d'être exploité, je rentrais chez moi cette nuit-là, pensant à combien tout avait changé en 1 année. J'avais peut-être perdu le soutien inconditionnel de ma famille, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même. J'avais appris que aider les autres ne devait pas se faire au détriment de son propre bien-être, que l'amour ne devait pas être conditionné à un soutien financier et qu'il était possible de se soucier profondément de quelqu'un tout en disant non à ses exigences.